c'est vrai que quand je restitue mon enquête de 5 ans à plein temps sur l'islam et sur le fléau que j'ai constaté que c'était, il y a un angle mort dans les vidéos que j'ai fait, c'est-à-dire que j'en ai parlé une ou deux fois, mais c'était très discret. Et ce que j'avais pas peut-être assez pris en compte, c'est la dimension scientifique, en fait. J'ai bien détaillé, j'ai bien fait des discours psychiatriques sur comment se fonde l'islamo-marxisme, comment il est difficile à combattre parce qu'il a un fondement beaucoup plus solide qu'on croit, qui est que entre le pauvre militant qui n'a rien à... Quand je dis le pauvre au sens, il est pauvre, le militant pauvre qui n'a rien à perdre et l'islamiste qui refuse la dounia et qui part au paradis, le point de rencontre se situe dans c'est pas grave, on peut pratiquer la politique de la terre brûlée, tout détruire sur terre, même si on a tort, le paradis nous attend et les bourgeois iront en enfer. Donc il se rend compte là-dessus. Mais ça c'est psychologique. Mais j'ai remarqué un truc au cours de mon enquête, et ça c'est vrai que, bon, j'ai pas accordé une énorme importance parce que sur le plan scientifique, la réputation de la théorie de l'évolution, elle est mauvaise. Alors elle n'est pas mauvaise au sens, bon, les gens sérieux, ils y croient si vous voulez, mais elle est basée sur des croyances qui en réalité, c'est-à-dire que la présentation qu'on en fait en 2000 a plus ou moins le même mécanisme cérébral que la présentation qu'on pourrait en avoir fait en 1850. Et il y a une marche qui a été loupée par les anti-darwiniens, ou les anti-évolutionnistes, si vous voulez, ou les anti-sélection naturelle, peu importe comment on l'appelle, tout ça, toutes ces nuances n'ont en fait aucune importance, que je vais expliquer maintenant. Parce que c'est vrai que hier j'étais confronté à un intellectuel, enfin un gars très cultivé, Philippe Comte, qui raisonne comme en 1850. Et donc, or, c'est... Toute cette période, si vous voulez, c'est une période très très motivée, très enflammée chez les penseurs, chez les cogitateurs, qu'ils soient scientifiques ou non, puisque ça représente le moment où on a considéré que la chaleur n'était pas une substance à part, une entité abstraite, mais de l'énergie sous une forme, une énième forme. Voilà. Et on a construit des machines à vapeur, et ensuite les équations de la physique donnaient à rêver qu'on pourrait vraiment avoir de l'énergie à volonté en puisant celle de l'air ou de l'eau, en faisant baisser un peu la température de l'environnement pour la transformer en ce qu'on appelle du travail, c'est-à-dire une énergie propre qui permet de faire tourner des hélices, monter des ascenseurs, etc. Il se trouve que ça n'a pas marché ce rêve, il se trouve qu'il n'était pas possible à cause du deuxième principe de la thermodynamique, j'en ai souvent parlé, et le marxisme a raté cette marche, mais ça c'est connu. Le communisme c'est l'intendance suivra, et l'intendance c'est une planification avec, si on veut bien faire les choses, un ordinateur au bas mot de la taille du système solaire, mais en réalité beaucoup plus grand. Et puis comme personne ne se rend compte, fait la différence dans le grand public entre la taille du système solaire, de la galaxie et de l'univers observable, on s'en fout un peu. En tout cas, cette erreur elle est connue, mais il y en a une autre qui amène à se rejoindre, et là pour le coup c'est assez discret, parce que ça amène à se rejoindre les marxistes et les religieux, en se basant sur un malentendu très profond, et qui est explicitement nié par les religions. C'est vraiment un des chevals de bataille cognitifs des religions, non affectifs mais cognitifs des religions, et c'est accepté par le marxisme en apparence. Donc c'est la théorie de Darwin, tout simplement, la théorie de l'évolution, la théorie de la sélection naturelle, et donc on peut se dire ils ne se rejoignent pas là-dessus, et en fait si. Ils se rejoignent parce que si on en reste à l'avant progrès méthodologique, j'entends, de la physique, puisque les progrès de la physique qui ont été faits au début du XXe siècle, avec l'accouchement dans la douleur de la théorie quantique, enfin aujourd'hui on se réjouit, mais bon, à l'époque c'était pas évident pour les physiciens, et l'accouchement dans les réjouissances de la théorie d'Einstein, parce que là pour le coup c'était Einstein, on s'est tous éclatés, on peut mettre un nom, il y a des équations, tout est clair et net, voilà, alors que le paradigme quantique il a fallu remettre en question des trucs complètement en amont de ce qu'on peut aborder à l'école primaire dès l'âge de 4 ans. Donc, alors que la théorie d'Einstein, on est plus sur une remise en cause de l'espace et du temps, c'est tout. Bon, vous allez me dire c'est beaucoup, mais enfin bon, c'est des équations qui changent. Mais la méthodologie fondamentale n'a pas changé. D'ailleurs, elle aurait dû, mais bon, ça c'est une autre discussion. C'est pour ça que la relativité générale est restreinte et générale est très mal ficelée, parce que dans les deux cas, on suppose qu'il existe quelque chose, on démontre que la solution est unique, mais quand vous démontrez l'unicité d'une solution, ça prouve pas que ça va marcher, ça prouve que ça va résister mieux aux épreuves, et en l'occurrence, ces deux théories sont fausses, mais elles sont meilleures que les anciennes, ok. C'est-à-dire qu'on a voulu faire de l'espace-temps un endroit où a lieu ce qu'on appelle les événements, les adresses d'événements, et on a mis en place des changements de repères. Dans le cas de la relativité générale, on a pris une variété dont les espaces tangents vérifient la relativité restreinte, et à cause de ça, parce qu'on a prouvé que c'était la seule façon. S'il en existe une, c'est la seule façon de faire, mais le problème c'est qu'il n'en existe pas. Et donc on a trouvé le seul candidat qui allait survivre un peu à l'expérience, tout en sachant qu'un jour ou l'autre, même lui va tomber.
C'est-à-dire qu'on n'a tout simplement pas de variété. Voilà. Donc on a bien les espaces tangents, mais il n'existe pas de variété. Et puis en plus, les espaces tangents, on peut très fortement discuter de ce qu'est un événement, puisque pour le détecter, il va émettre un photon, et la couleur du photon, sa longueur d'onde si vous voulez, est différente selon le repère dans lequel vous vous placez. En plus, il y a une constante de la nature, qui est le produit de la longueur d'onde du photon, et enfin, une constante au sens que, quelle que soit la vitesse à laquelle vous alliez, si vous êtes au même endroit et que vous recevez le photon, la distance à laquelle vous allez affirmer que l'événement s'est produit, multipliée par la longueur d'onde du photon qui vous arrive en provenance de cet événement, c'est une constante, ça ne dépend pas du repère. Mais on est passé complètement à côté, parce qu'on a dit c'est l'événement qui compte. C'est l'événement, on appelle ça la cinématique, et puis la longueur d'onde du photon, on appelle ça la dynamique, et on l'a dans le tube, parce qu'en fait on a une constante, mais à cheval sur deux aspects différents de la relativité restreinte, et donc on est passé à côté de trucs qu'on est obligé de refaire avec des mathématiques ultra élaborées, alors que c'est des multiplications. Je vais prendre un autre exemple. Si vous multipliez le volume par l'énergie d'un objet qui se déplace voilà, en relativité restreinte, là aussi ça ne dépend pas du repère, c'est une constante, mais selon à quelle vitesse il va et dans quel repère, du fait du repère, son énergie dépend. Vous voyez, mais la multiplication de l'énergie par son volume, ça reste constant et on est aussi passé à côté. Enfin, c'est pas qu'on passe à côté, c'est des calculs de collège, mais c'est qu'on n'a pas considéré que c'est important. Voilà. Alors qu'un truc qui est indépendant du repère, c'est quand même pas rien. Hein. Vous voyez, un truc qui ne dépend pas du repère dans lequel on regarde l'objet, c'est quand même pas rien. Mais bon, voilà, on a ces pièces de collection. Et autant le marxisme que les religions sont passés à côté, et donc je vais expliquer très rapidement, et ça va pas durer très longtemps, parce qu'on a un avantage. C'est qu'il s'est passé la même chose dans un tout autre domaine, qui est le principe de Fermat, ou le principe de moindre action, qui dit qu'en gros, quand vous faites de la physique, et que vous calculez des trajectoires, alors trajectoire au sens général, hein, une histoire, la nature vous offre qu'elle prend le chemin le plus court. En fait, la sélection naturelle de Darwin, c'est exactement la même magie. Et donc vous avez des miracles. Jusqu'à 1850, vous avez des miracles qui font partie des postulats de la physique et qui font même partie, si on détricote les cogitations des scientifiques de l'époque, qui font même partie des postulats généraux de la science expérimentale, y compris jusqu'à un mec qui est capable d'écrire un bouquin sur l'évolution en partant d'axiomes qui sont des miracles. Le miracle, c'est le principe de moindre action, le principe de Fermat, ou les raisonnements plus abstraits, enfin les axiomes plus abstraits, que ne justifie, par définition un axiome c'est ce qu'on ne justifie pas dans une théorie, que ne justifie pas Darwin, mais qu'il extrait à partir des constats qu'il fait. Il dit voilà, je vais vous raconter une histoire, il y a de grandes constantes, pas au sens rigoureux, mais il y a une espèce de constance dans l'histoire que je vous raconte, c'est qu'il se passe un truc, et ce truc qui se passe, il le postule, et puis ensuite il obtient sa théorie, voilà. Bon après lui c'est pas un matheux, c'est pas un scientifique, Darwin, mais on peut il est sérieux, on peut reformuler les axiomes dont il part, et l'aspect déductif de ce qu'il raconte. Tout ça c'était de la magie à l'époque. Elle était admise par les scientifiques, mais c'était de la magie. Un peu comme le temps universel, c'était de la magie auquel Einstein a mis fin. Et mais bon, je suis pas en train, je vais pas vous parler de relativité. Et là, vous allez rigoler. Enfin, les 3-4 qui vont écouter vont rigoler. En fait, le fait que, bon, je rappelle, hein, maintenant je vais rappeler les faiblesses communes à Marx, Darwin, bien que Marx fasse semblant d'accepter Darwin, et Fermat et compagnie, avec le Lagrangien et le principe de moindre action. Je vais rappeler les faiblesses. Ils ont une faiblesse commune, toutes ces théories, elles sont attaquables par leur magie. Ça, on va dire, ouais, c'est bien, c'est sympa, on a un axiome qui nous dit que la nature fait des miracles, et ensuite on a une théorie qui nous explique comment exploiter ces miracles. Alors, dans le cas du principe de Fermat, du principe de moindre action, c'est comment ça se fait que votre objet va prendre le chemin le plus court. Il ne sait pas au départ ce qu'il va rencontrer comme obstacle, donc en plus il voit l'avenir. Hein, parce que prendre le chemin le plus court, beaucoup de gens pensent que le paysage est fixe, mais il n'y a même pas besoin. Hein, c'est-à-dire qu'au moment où il part, il circule, il se balade, et puis en fait il va rencontrer, il va devoir doubler des camions, contourner des montagnes, mais ces montagnes n'étaient peut-être pas là quand il est parti, donc il n'a pas seulement deviné à l'avance l'objet, il n'a pas seulement deviné à l'avance quel est le paysage qu'il allait traverser à l'instant T, il a aussi deviné l'avenir des obstacles qui n'existent pas encore et qui seraient sur son passage et qu'il aurait à éviter. Donc je ne sais pas si vous imaginez l'aspect miraculeux du postulat, du principe de moindre action ou du principe de Fermat. C'est, dit comme ça, une dinguerie même. Je passe, hein, parce qu'en fait c'est un minimum local et c'est même tout simplement un point qui annule la dérivée. Donc, mais je passe là-dessus, c'est pas un problème, je vous assure, ça a fait chauffer les cerveaux à l'époque. Comment la nature peut nous faire un tel cadeau?
Voilà, et après les travaux de Lagrange et de plein d'autres gens, ils ont essayé de diminuer ce cadeau. Ouais, elle est bizarre, hein, la théorie scientifique, c'est quand la nature nous fait un cadeau, oula, on essaye de... on est un peu prudent. Et alors pour la sélection naturelle, c'est très simple, c'est la version multi... Là je viens de faire un truc additif, bon je vais pas détailler ce que c'est. La sélection naturelle, le fait qu'elle marche, la partie multiplicative de son paradoxe magique, c'est que quand vous sélectionnez, vous diminuez la population des gens qui réussissent le test. Et en plus ça diminue à une vitesse exponentielle, hein, c'est un pourcentage de gens réussis au concours, de gens, d'entités, de structures. Et donc au bout d'un moment, il n'y a plus personne. Parce que si vous divisez par, je vais prendre un exemple, si vous divisez par 10 tous les mois, vous avez divisé par 1 milliard au bout de 9 mois. Donc comment ça se fait que ça marche? Effectivement, la théorie a marché, elle dit bien que les candidats sélectionnés sont bons et se sont adaptés à leur environnement, ils ont été sélectionnés. Mais ce que l'apparence des raisonnements sur la sélection naturelle ne disent pas, enfin, parce qu'ils n'ont rien à dire, à l'époque, formulé comme c'était, ils n'avaient rien à dire, c'est comment ça se fait qu'il reste du monde. Ceux qui restent sont forts, ils ont fait l'objet d'une sélection naturelle, mais pourquoi sont-ils toujours aussi nombreux alors qu'il y a eu plein de sélections? Voilà, donc c'est tout en fait, cette magie que nous offre la nature, ce miracle naturel, a été en fait résolu de la même manière. Donc c'est réglé, l'affaire est réglée depuis le paradigme quantique qui a émergé à peu près au début du XXe siècle. Et ça marche comme les spermatozoïdes, c'est là où j'espère faire rigoler les 2-3 personnes qui vont écouter. Le paradigme quantique nous dit que la réalité n'existe pas, enfin que tout existe si vous voulez, que toutes les réalités existent. Et il n'y a en fait le photon ne prend pas le plus court chemin, l'objet étudié ne réalise pas le principe de moindre action, ça ne se passe pas du tout comme ça. La nature se fatigue pas. Tous ces objets sont des spermatozoïdes, toutes ces entités sont des spermatozoïdes et c'est le premier arrivé qui demande que la porte soit fermée à tous ceux qui suivront. Et donc effectivement au niveau des apparences, vous allez dire comment se fait-il qu'il a pris le plus court chemin? C'est tout simple, les autres sont encore en train de courir et vous les verrez jamais. Voilà. Et donc grâce à ça, vous refaites les maths de ce truc-là et vous obtenez une justification quantique du principe de moindre action, une justification quantique du principe de Fermat et une démonstration quantique que Darwin a raison. Voilà. Et ça, c'est une marche qui a été loupée. Okay, par tous les penseurs, non, parce qu'effectivement, relativité comme quantique, ça ont été des changements de méthodologie. La science est devenue plus scientifique. Elle a retiré des axiomes, mais elle n'en a pas ajouté. Et après, il a fallu même, en retirant certains axiomes, adapter les raisonnements. Et finalement, vous voyez, avant, c'est comme si on disait, il y a un seul spermatozoïde qui cherche l'ovule. Et c'est bizarre, il la trouve. Putain, il fait comment? Putain, il fait comment? Un tout petit spermatozoïde qui cherche l'ovule, comment il fait pour la trouver à chaque fois? L'ovule, imaginez, se cache dans des coins bizarres et le spermatozoïde, avec une tête chercheuse, il va finir par la trouver. La nature est vraiment magique, voilà, donc ça vous donne la sélection naturelle, le principe de moindre action et le principe de Fermat. Bon, en réalité, non, vous avez une infinité, alors c'est pas une infinité pour ce qui est de la reproduction, mais vous avez une infinité, on va faire pareil, hein, une infinité de spermatozoïdes qui se promènent, tout ça, ça fait partie des réalités intriquées, et le premier qui atteint l'ovule dit « Coucou, je suis arrivé ». Et là vous dites mais merde, comment il a fait pour prendre le plus court chemin? En fait tout le monde a pris tous les chemins possibles. Évidemment que c'est celui qui a pris le plus court chemin qui arrive le premier. Il dit je suis le seul, tu vas ne considérer que moi. Et toutes les autres réalités disparaissent de la mémoire. C'est de la mémoire qui disparaît, c'est pas du réel. Hein. Et voilà. Et du coup, vous avez une sélection naturelle avec, vous avez beau sélectionner des candidats et éliminer toute la mauvaise graine, il vous reste autant de bonnes graines que si vous aviez accepté tout le monde à l'examen. Et puis, dans le cas du principe de Fermat et du principe de moindre action, il faut gérer ça avec le paradigme quantique. Voilà, mais je pense que cette marche loupée par la vulgarisation est quand même un truc marrant à raconter, parce que les marxistes, effectivement, c'est subconscient, mais ils n'aiment pas, les gens qui votent marxistes, ils n'aiment pas la compétition. Parce qu'ils disent il y a des perdants, et il y a beaucoup de perdants. En réalité, vous voyez, c'est plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué. Parce que dans les réalités, dans l'ensemble des réalités, nous on croit en voir qu'une, mais dans l'ensemble des réalités, vous gagnez tous. Mais pas dans la même réalité. Voilà. Donc vous êtes tous milliardaires, parce qu'il y a quelque part une réalité où vous avez gagné au loto, mais vous ne le savez pas. Voilà. Mais je vous rassure, il y a un monde où vous avez gagné au loto et où vous êtes en train de vous faire bronzer à Tahiti. Et tout baigne, et évidemment, dans la réalité là que vous croyez être la seule, c'est quelqu'un d'autre qui a gagné, mais voilà. On ira tous au paradis, mais chacun dans une réalité différente. Bon, ça c'est un peu ça, j'en sais rien. Hein. C'était pour finir la vidéo.